Profitez de votre programme avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expert comptable et commissaire aux comptes. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, avec nos invités, on va suivre la trajectoire d'un jeune pilote surdoué, créer un jeu vidéo en 48 heures chrono et découvrir la nouvelle cuvée musicale iséroise. Et pour parler de ces sujets, je reçois Pascal Souvigné, le coordinateur de l'association Retour de scène. Bonjour Pascal. Bonjour. Pascal qui est venu comme chaque année avec la cuvée grenobloise, c'est l'édition 2020, une compile qui regroupe la scène locale émergente. Et parmi les groupes qui sont présents sur cette compile, il y a notamment Les Beaux Tailleurs, représentés ce soir par Florian Vella. Bonjour Florian. Bonjour. Chanteur, guitariste. Vous serez le porte-parole du groupe ce soir. En face de vous, Grégory Rojas, bonjour. Bonjour. Vous organisez la Scientific Game Jam qui aura lieu début février à Grenoble. Vous nous expliquerez ce qui se cache derrière ce titre. Et puis, dernier invité de ce plateau, Kylian Dallolmo, bonjour. Bonjour. Kylian est champion du monde d'e-sport. Alors, on n'a pas tous les jours un champion du monde sur le plateau de cette émission. Donc, on va commencer avec toi. Kylian, tu as 16 ans, tu vis à Crolles. Et donc, ta spécialité, c'est l'e-sport. Tu peux nous expliquer ce que c'est que l'e-sport? Ce n'est pas un terme très courant? Non, pas très courant. L'e-sport, c'est la compétition sur les jeux vidéo qui se déroule sur plusieurs jeux. Notamment, moi, en termes de rallycross, ça vient de débuter il y a 2 ans. Et cette année, j'ai réussi à me qualifier pour la finale du championnat du monde. Et j'ai réussi à gagner la finale en Angleterre. Le titre mondial, alors ton jeu, tu l'as dit, ça s'appelle Dirt Rally. C'est considéré comme la meilleure simulation, je crois, de course automobile en rallye. Oui, une des meilleures simulations de rallycross. Oui. Alors on va le voir d'ailleurs sur ces images. C'est assez troublant. Moi, j'ai cru au début que c'était des images réelles. Non, là, on est dans un jeu vidéo. Oui, c'est ça, oui. Il y a un réalisme dans le graphisme, même dans beaucoup de détails sur cette une grande. C'est comme en vrai. C'est le même déroulement que des vraies courses, à la différence près que quand il y a un accident, comme on le voit là, c'est un peu moins dangereux. C'est ça. Bon, ça peut rassurer les parents quand un jeune se lance dans la course automobile, tant que c'est virtuel. Ça se joue en ligne, chez soi? Comment ça se passe, ce jeu? Les qualifications sont en ligne chez nous. Et puis la finale, on a été invité en Angleterre, en Angleterre devant beaucoup de spectateurs. Alors, tu l'as dit, il y avait du monde. D'habitude, les adversaires, on ne les voit pas quand on joue en ligne. Là, ce sont des images de cette finale à Birmingham, il y a quelques jours. C'était à la mi-janvier. Combien de joueurs là, pour la finale? On était à peine 6 joueurs, mais on était 36 000 joueurs au départ des qualifications. Alors, finir déjà dans les 6 sur 36 000, c'est un beau défi. On le voit, ce n'est pas une simple manette, un petit joystick. Là, il y a un vrai équipement. On se croirait dans un baquet de voiture. Oui, c'est un vrai équipement fourni par un sponsor du jeu. C'est un gros équipement qui est très bien. C'est une finale qui était commenté en live comme un Grand Prix. On va d'ailleurs regarder quelques images, écouter les commentateurs. Ils sont vraiment dans le truc. Hein. Je crois que Kylian, vous êtes dès le début en tête de la course. Hein. Moi, je partais en pole position. On vous voit là concentré. C'est vous là la voiture de C'est ça, je suis la voiture rouge, numéro 1. On vous reconnaît bien à l'intérieur. Le jeu pousse pas quand même jusqu'à identifier le joueur dans la voiture. Non, quand même pas. Bon, c'est quoi vos atouts, vos points forts pour dominer comme ça 36 000 joueurs? J'ai de la chance sur la météo, je suis beaucoup plus à l'aise sur la pluie que sur le sec. Et la finale, le classement comptait beaucoup sur la finale. Et du coup, c'est tombé sur la pluie. Et du coup, je me suis dit que je pouvais le faire et j'ai réussi à le faire. Est-ce qu'on tire au sort les conditions météo, la météo est le circuit, etc. La météo et le circuit étaient aléatoires, oui. Alors, on vous voit avoir franchi la ligne d'arrivée sans avoir bougé de votre baquet. Ouais. En tâche, c'est qui ça? C'est le papa. Ouais. C'est votre papa qui est fier de son fiston. Je crois qu'il y a toute la famille qui est investie dans ce jeu. Votre frère aussi a fait ce genre de compétition. Puis après, il y a toute l'équipe SDL qui arrive.
derrière. Oui, parce que vous portez le maillot de l'équipe. l'équipe. Ce sont des teams fédérés comme pour des clubs sportifs, on va dire, classiques. Oui. Après, il y a aussi d'autres teams supérieurs, des grands pilotes, par exemple de F1, de rallycross, qui s'investissent de plus en plus dans le e-sport. Qui viennent s'entraîner sur des simulateurs comme ça. Oui aussi, mais qui commencent à créer des équipes d'e-sport. Alors, c'est vrai que c'est une discipline encore nouvelle, mais qui est en plein développement. Il y a des joueurs professionnels dans différentes catégories de jeux vidéo. Oui, c'est sûr, il y a de la F1, du rallycross. Il y a aussi d'autres jeux sur clavier souris, sur League of Legends aussi, c'est connu. Sur un jeu Fortnite, c'est connu aussi. Mais oui, par exemple, les jeux automobiles, ça se développe. Ça se développe en ce moment. Oui. Qu'est-ce qu'on gagne quand on remporte comme ça un championnat du monde Là, j'ai gagné le trophée. Ouais, que vous avez amené, là, qu'on voit, voilà, il est là le trophée sur ce plan. J'ai gagné un chèque de 2500 € et une montre de valeur de 1800 €. À 16 ans, c'est déjà non négligeable d'avoir là-dedans. C'est un objectif de persévérer dans cette voie-là, peut-être d'en faire un métier pendant quelques années. Mon but, c'est surtout de me projeter en réel où il y a plus de débouchés. Par exemple, avec le e-sport, ça débouche beaucoup sur le réel. Dans les teams de rallycross, par exemple, le 20 février, je suis invité en Suède pour aller essayer une vraie voiture en réel. Ah, parce qu'ils ont vu que tu étais bon en virtuel, donc ils se sont dit, on va lui donner une vraie voiture entre les mains. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Je rappelle que tu as 16 ans, tu n'as pas le permis encore. Non, pas encore. Bon. Peut-être qu'en Suède, ils sont un peu plus indulgents qu'en France. Bon, si tu es aussi bon en jeux vidéo, c'est que tu pratiques quand même la course automobile en réel depuis quelques années. Alors, ta discipline, c'est l'autocross. Tout le monde ne connaît pas. J'ai trouvé quelques images de ces disciplines. C'est des petites voitures comme ça, individuelles. C'est ça, oui. Oui. C'est propulsé par des moteurs de moto. Notamment, moi, c'est un moteur ER6, 650 cm3, qui développe environ 50 chevaux. Pour un poids de 310 kg. Et donc là, on peut courir sur ce type de véhicule à 16 ans, même plus tôt, j'imagine ? Oui, il y a plusieurs catégories. Par exemple, moi, notamment le junior sprint, on commence à 12 ans. On peut commencer à 12 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. Et d'autres catégories, comme je vais faire l'année prochaine, c'est de 16 ans à l'âge qu'on veut. Mais c'est beaucoup plus de puissance. Alors là, on a vu des images au ralenti, mais dans la réalité, ça va quand même un petit peu plus vite. Oui. Ça peut monter à plus de 100 km. Là, c'est toi qu'on voit au volant ? Oui. Jusqu'à quelle vitesse tu peux aller dans ces compétitions automobiles ? En débridé, on peut prendre 130 km/h en ligne droite, voire plus. Bon, c'est vrai que les images qu'on voit là, ça ressemble aussi un peu à un jeu vidéo. Hein. Il y a la proximité des concurrents, ça va, ça vient, c'est assez similaire. Oui, c'est sûr, c'est similaire, mais non, c'est du réel. Bon. C'est des circuits aussi un peu particuliers qui alternent... beaucoup de circuits en terre, ouais. Beaucoup de circuits en terre, pas très larges. Ils font environ 800 à 1 km de long. Et par exemple, manche qualificative, on a 5 tours. On a des phases d'essai pour préparer les manches qualificatives, le départ. Après, nous avons des demi-finales en 6 tours et les finales en 7 tours qui donnent le classement définitif. Bon, pour montrer que tu es très fort également, avec un vrai volant dans les mains, tu nous as amené un autre trophée. Alors, ce n'est pas un trophée de champion du monde, celui-là, même s'il est beaucoup plus gros que celui de l'e-sport. C'est la compétition junior que tu as remportée la saison dernière. Oui, j'ai gagné le challenge. Bon. Tu as la place pour mettre ça à la maison ? On fait du mieux qu'on peut. Est-ce que pour la compétition virtuelle, tu es installé aussi comme les images qu'on a vues avec ton baquet, tes équipements, ton volant ? C'est ça, oui. Ouais, un peu moins bien, mais c'est similaire. Tu passes combien d'heures par jour 2 heures, pas plus. Ça va, les parents, ils râlent pas trop Non, on limite. 2 heures pour devenir champion du monde, ça reste raisonnable. Tu l'as dit, tu as eu des propositions, des premiers contacts avec des écuries de course automobile. Tu penses que c'est un avenir pour toi de se lancer dans la compétition à très haut niveau ? Ça peut être un avenir, j'aimerais bien personnellement. C'est un rêve de courir dans le terme rallycross. Ça peut être sympa pour développer le niveau mondialement aussi. Bon, pour l'instant, tu n'as pas lâché les études ?
Non, pas encore. C'est bien, il faut être raisonnable. Il y a la maman qui est à côté sur le plateau et qui fait non de la tête. Bon, voilà, c'est comme le sport de haut niveau, on ne sait jamais ce qui peut arriver, ça reste aléatoire. Donc, il faut garder d'autres options. Tu joues à d'autres jeux vidéo, Kylian, ou tu es vraiment focus uniquement sur le Dirt Rally? Je joue à 2-3 jeux à côté, mais surtout dans l'automobile, oui. Ouais, bon, j'ai bien compris que c'était ta spécialité dans tous les domaines. Alors, on va rester dans le domaine du jeu vidéo avec Grégory. Je ne sais pas si vous êtes un spécialiste des jeux de voiture, des jeux Il y a automobiles. longtemps, j'ai joué plus jeune, j'ai un peu laissé de côté, mais c'est intéressant. Ouais. C'est vrai que je dis à notre époque, parce qu'il y a quelques années, on avait l'âge de Kylian. Il y avait déjà des jeux de voiture, mais qui étaient quand même un peu moins aboutis. Hein. Exactement, moins spectaculaire, graphiquement parlant, et dans le réalisme qui était beaucoup plus éloigné de la réalité. Ouais, on ne se laissait pas tromper par les pas images. Vraiment, non. Là, c'est vrai que c'est assez... On était certainement peut-être moins doués aussi, je pense. assez surprenant. Alors, vous organisez la Game Jam, Scientific Game Jam, qui aura lieu du 7 au 9 février à Grenoble. En quoi ça consiste? C'est un concept assez particulier. Oui, tout à fait. Alors, la Scientific Game Jam, c'est un concept qui a été inventé, il faut le savoir, à Grenoble, qui aujourd'hui s'est exporté dans d'autres villes de France. Donc, c'est un concept qui a 5 ans maintenant. La 6e édition aura lieu donc, dans quelques jours en février. C'est en fait un événement qui est porté à la fois par l'université et par la CASMAT, qui est les sciences de culture scientifique de Grenoble, l'objectif étant en fait de se faire rencontrer des personnes qui à la base n'ont pas d'affinité, ne viennent pas du même parcours dans leurs études ou dans leur discipline, autour du jeu vidéo, mais avec une particularité qui est la science. L'idée étant en fait de se servir du jeu vidéo, ce qu'on appelle la vidéo ludique, comme on peut voir sur les images, pour justement créer de la dynamique autour des sciences, de la vocation, de l'intérêt des sciences, qui est souvent quelque chose qui est vu de loin de manière assez complexe. Et là, en fait, on essaye de trouver un moyen qui permette à la fois au grand public et puis au jeune public également de découvrir les sciences d'une manière plus ludique, plus accessible. Vous les enfermez, ces compétiteurs, pendant 48 heures. Hein. Ils n'ont pas le droit de sortir, ils sont par équipe et ils doivent à la fin fournir un jeu vidéo qui fonctionne. Alors, ils ont le droit de sortir, mais effectivement, ils ont un temps qui est assez limité. C'est un sprint de 48 heures. Donc, 48 heures, c'est beaucoup et très peu à la fois pour créer un jeu vidéo. Alors, ce sont tous des gens qui ont des compétences et qui sont souvent dans des études qui sont liées aux jeux vidéo de près ou de loin. On va retrouver effectivement 4 profils de compétences dans chaque équipe. Les développeurs qui, eux, sont là pour faire du codage et créer les lignes informatiques qui vont permettre de créer le jeu vidéo. On va avoir une personne qui va s'occuper de tout ce qui est aspect sonore et musique du jeu vidéo. Ça s'appelle un sound designer. Et puis ensuite, on va avoir 2 autres profils qui sont des game artistes et des game designers. Le game designer va plus s'occuper de tout l'aspect jouabilité du jeu, ce qu'on appelle le gameplay dans le jeu vidéo. Et le game artist va s'occuper plutôt de l'aspect artistique du jeu, graphisme du jeu. Et ces gens-là, en fait, ils vont se communiquer entre eux, trouver un moyen, effectivement, de créer un jeu vidéo qui va raconter une histoire et qui va pouvoir porter une thématique scientifique. Et la particularité, effectivement, de la Scientific Game Jam, c'est que chaque équipe a à sa tête un doctorant, donc un thésard. Un thésard, exactement, qui vient, en fait, expliquer à des gens qui n'y connaissent strictement rien à ces travaux, qui ne sont pas du tout des scientifiques à la base, ou en tout cas pas du tout dans la discipline du chercheur. Et l'idée, c'est que le chercheur, il va avoir un travail de vulgarisation de sa thématique scientifique pour accompagner en fait sa team pour créer un jeu, pour parler de sa thématique scientifique, mais de façon accessible au plus grand nombre. Vous le disiez, c'est un sprint. C'est aussi un marathon, ça va vite, mais ça dure longtemps. La nuit, bon là on a accéléré un peu les images. Ouais. Hein. La nuit, c'est nuit blanche en continu ou il faut mieux se reposer pour être clair? Alors ils ont un espace, le lieu nous permet effectivement qu'ils aient plusieurs espaces, donc il y a une salle de travail, mais il y a aussi des espaces de couchage. Là sur certaines images, on voit des éditions précédentes où on n'avait pas forcément le même lieu. Ça, c'est des images plutôt sur le dernier lieu sur lequel on a fait l'année dernière et sur lequel on fait également cette année, donc qui est à Minatech, qui est l'auditorium de Grenoble INP, et qui permet effectivement d'avoir des espaces à la fois pour dormir et des espaces pour travailler. Mais généralement, ils dorment en rotation, c'est-à-dire que certains vont aller dormir pendant que d'autres vont continuer à développer le jeu vidéo. Et ensuite, les autres qui ont dormi vont revenir continuer à développer le jeu vidéo, et le reste de l'équipe va repartir se coucher. Donc effectivement, il y a une certaine rotation. C'est ludique
Et ils sont avant tout là pour s'amuser. Clairement, l'idée, c'est d'abord qu'ils s'amusent. Chacun fait ça à son rythme, en fonction des affinités des uns et des autres, des possibilités, des compétences. Et l'idée, effectivement, c'est qu'à la fin, il faut qu'ils sortent un prototype pour pouvoir démontrer comment ils ont réussi à mettre ce qui est notre baseline, comment on met la science en jeu. Le public peut ensuite jouer, ils sont accessibles ces jeux, Oui, tout ou à fait. vous les gardez Non, alors c'est des jeux qui sont téléchargeables, donc on peut trouver toutes les infos sur le site qui porte l'événement, qui s'appelle le Grenoble Game Lab. Voilà, c'est celui qui s'affiche là. Voilà, donc on peut aller directement sur le site et puis on va trouver des liens qui nous amènent directement aux différents jeux. Donc ce sont des prototypes, ce sont des petits jeux, Oui. des petits morceaux de jeu avec généralement 1 voire 2 niveaux, sachant que ça a été fait en 48 heures. Donc On va pas tomber sur du Dirt Rally comme on vient de voir. Je crois que c'était 4 ans de développement pour l'équipe qui a lancé ce jeu-là. Hein. 4 ans. Et puis ils étaient sûrement peut-être plus nombreux que 5. Donc effectivement, on va avoir des jeux qui sont... alors graphiquement, qui peuvent être très développés et également en termes de jouabilité. Après, ça dépend un peu des compétences qu'on va trouver dans chaque équipe. Et puis nous, on essaie de s'améliorer tous les ans. Donc là, cette année, on va monter en puissance, on va avoir plus de joueurs, on va avoir des équipes qui seront plus fortes, plus renforcées, avec plus de compétences. Donc on espère qu'ils vont à la fois pouvoir plus s'amuser, mais également avoir des jeux qui seront peut-être encore plus aboutis et qui seront plus développés. Ouais. Kylian, tu sais, toi, coder, fabriquer des jeux vidéo ou pas du tout, non? Non, pas du tout. C'est vrai que ça devient des métiers nouveaux qui émergent, mais qui ont sûrement un bel avenir. On peut apprendre ça dans des écoles Ouais, exactement. Alors, il y a des écoles pour toutes les disciplines qu'il va y avoir dans les teams. Chaque discipline a vraiment sa spécialité et des écoles qui sont là pour... Beaucoup d'écoles maintenant travaillent sur le jeu vidéo. Mais effectivement, on a l'aspect purement création du jeu vidéo, et là c'est tout ce qui est l'aspect codage. Puis après, on va avoir l'aspect graphique. Donc on va avoir différentes écoles, et puis les écoles ne sont pas là que à travers le jeu vidéo, elles forment aussi des gens qui sont pour le développement, mais aussi pour la musique. Et puis après, les gens, en fonction des affinités, vont aller vers le jeu vidéo, ou vers le cinéma, ou par exemple, ou vers d'autres activités. Là, l'intérêt, effectivement, c'est aussi un moyen de faire rencontrer des gens qui ne se connaissent pas, d'apprendre à travailler ensemble de façon très rapide, de faire de l'idéation autour de la thématique scientifique, et puis rentrer dans l'action de la création du jeu vidéo. Donc il y a aussi tout un côté apprentissage, et on rentre dans le côté pédagogique, parce que c'est un événement qui est quand même porté aussi par des universitaires. Donc il y a cet aspect derrière qui est intéressant, c'est de chercher comment pédagogiquement on peut parler de science de façon accessible au plus grand nombre. Là, on voit quelques images d'un atelier pour les plus jeunes, Codec, une école grenobloise dédiée aux enfants. Alors là, du coup, depuis 2 ans, donc là, ça sera la 2e année cette année, on a une particularité, c'est qu'on va avoir pendant 48 heures des joueurs adultes, ils vont être à peu près 65, et puis on aura une team junior qui va venir durant l'événement également créer un jeu vidéo dans à peu près les mêmes conditions que les seniors, les adultes en tout cas, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un doctorant qui leur sera attribué, et puis ils vont avoir des aides aux compétences techniques pour tout ce qui est sonore, etc. Et puis eux vont venir également créer des jeux vidéo, alors sous un format qui est différent, c'est-à-dire qu'ils seront là uniquement en journée, sur la journée du samedi et du dimanche, mais ils vont créer un jeu vidéo à partir des mêmes thématiques, d'une thématique scientifique, sur forcément des logiciels qui sont adaptés aux juniors, mais pour être immergés en fait dans l'événement de la même manière. Et puis ils auront tout le même déroulé, parce qu'à partir du dimanche après-midi, il y aura une ouverture au public. Donc à partir de 13h30, tout le public peut venir voir ce qui s'est passé. On va à la fois avoir des stands de partenaires sur le début d'après-midi à partir de 13h30 dans le hall d'accueil de l'auditorium de Grenoble INP, pour pouvoir voir un petit peu ce qui peut se faire dans ce qu'on appelle le vidéoludique et tout ce qui est le serious game au sens large du terme, c'est-à-dire comment on utilise le jeu pour parler de choses qui peuvent être sérieuses ou plus techniques. Et puis à partir de 16h, on aura la présentation des 8 jeux qui auront été développés par les 8 équipes durant les 48 heures. Donc elles sont présentées au grand public. Donc on invite le grand public à venir voir ce qu'ont réalisé en moins de 48 heures en réalité les joueurs. Et puis il y aura surtout un prix du public, c'est-à-dire que le public va décerner un prix à un des jeux. Ce sera le prix du public, donc le jeu qui aura été préféré au niveau des votes du public. Bon, du 7 au 9 février, donc sur la presqu'île scientifique, le campus Minatech. Avec vous deux, on a compris que le jeu vidéo avait encore un bel avenir. La musique également, puisque de toute façon, il en faut pour faire des jeux vidéo, déjà à la base, et puis elle ne sert pas qu'à ça. Pascal, faites partie de l'association Retour de scène qui œuvre sur la scène locale musicale depuis de nombreuses années, et notamment à travers
Ce disque, chaque année, vous venez nous le présenter, il sonne de mieux en mieux. Hein. C'est comme le Beaujolais nouveau. On a la cuvée grenobloise en janvier. Rappelez-nous un peu l'objectif de ce CD. L'objectif de ce CD, en fait, c'est une sélection qui est faite là cette année à travers 105 candidatures par différentes personnes et différentes structures investies dans le champ des musiques actuelles. Donc il y a la Bobine, Mixart, la Belle Électrique, l'Entrepôt du spectacle. Enfin, énormément de gens comme ça qui sont impliqués sur cette question des musiques actuelles, qui décident de sélectionner entre 10 et 15 artistes chaque année pour être mis un peu en avant sur l'année qui va s'écouler, alors que ce soit à travers cette compilation qu'on diffuse sur des temps un peu professionnels, par exemple sur les Inuits de Bourges, sur les temps un peu aussi nationaux, comme le BIS ou le MAMA, et puis sur nos propres productions, c'est-à-dire pendant les concerts, pendant le festival, les productions aussi des structures qui sont associées à ce dispositif-là, à l'occasion de premières parties, de plateaux découvertes, etc., pour mettre un peu en valeur ces groupes et ces artistes qui ont su retenir en tout cas l'attention de ces gens qui sont regroupés pour faire cette sélection. Alors il y en a 12 cette année sur cette 19e édition. J'en ai choisi 4 pour donner un petit aperçu de ce qu'on trouve cette année dans la cuvée. Alors c'est forcément un petit peu subjectif, mais ça donnera quand même un aperçu de l'éclectisme, je l'ai bien dit, de la production 2020. My dream may never become mine, I have. So I paint my face, I'm just a line on them by my home darkness. This illusion that should away. But I feel so hurt, I feel so bruised. Every turn you take can teach us so much about humility. To live your life fully, light in your love. Comme quoi t'as beau que les détris, pas la face du monde. Y'a les patrons, les salariés, les chômeurs et la sale race du fond. La crasse de la classe accrochée au radiateur. Tout ça va mal finir quand y'en a marre de gémir comme un gosse. Alors, par d'apparition, on a vu Clémentine, Groove Lab, Amiral et Opus Crew. Du hip-hop, du rap, de la soul, de l'électro, de la chanson. Vous l'avez dit, hein, il y en a pour tous les goûts. C'est de montrer aussi un peu les différentes facettes de ce qui se fait ici dans le bassin grenoblois. Florian, vous êtes dans quelle catégorie avec votre groupe? Je crois que c'est Pop World. Pop World. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est appelé. Bon, le groupe s'appelle Les Beaux Tailleurs. C'est ça, exactement. Je crois que c'est un groupe qui est né d'une coloc, c'est ça Oui, qui est né d'une coloc, mais qui est aussi né de quelques années de conservatoire à Chambéry. C'est un groupe qui est né de l'amitié surtout. Bon. Le premier clip vient de sortir. Hein, Tout à fait, oui. On va, pour pas être en reste avec ce que vous faites, en écouter un petit extrait. On vous retrouve tout de suite dans les rues de Grenoble. Moi on m'avait dit, quand tu grandis, c'est pas joli, joli, mais c'est la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, mais c'est la vie. Toutes ces années-là, mais la patatras, trop de tralala, c'est pas pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, c'est pas pour moi. Moi on m'avait dit, quand tu grandis, c'est pas joli, joli, mais c'est la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, mais c'est la vie. Toutes ces années-là, et la patatras, trop de tralala, c'est pas pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, c'est pas pour moi. Si vous voulez voir l'arrivée dans la place Saint-André, puisqu'il va finir par y arriver, il faut regarder le beau clip. parcours. Oh non, tiens, un beau parcours. C'est un travail de composition. On l'a vu, texte, Oui. musique, tout est original. Hein. Tout à fait, oui. Le texte, c'est Luca Territo qui l'a composé sur cette chanson, c'est La Vie. Donc c'est l'autre guitariste du groupe. Moi, je suis le deuxième guitariste et je suis aussi l'auteur, on va dire, principal des textes. C'est important pour un jeune groupe d'avoir un outil comme celui-là. C'est pas Oui. toujours simple de sortir son propre album. Tout à fait, ouais, ouais, c'est très important. Ouais, c'est... En tout cas, quand on s'inscrit dans la scène locale, quand ça fait un petit moment qu'on est musicien
dans l'agglo, dans la région, dans le département. C'est important, ouais, carrément. Ouais. Pascal, depuis 19 ans, il y a des groupes que vous avez sélectionnés il y a quelques années qui ont fait un parcours dont vous êtes fiers, peut-être un peu à l'origine. Alors moi je travaille depuis 5 ans à Retour de Seine, donc je suis aussi ce dispositif depuis 5 ans. Et depuis 5 ans en tout cas, les 2 groupes que je retiens qui ont eu un parcours que je trouve assez intéressant et qui continuent à l'avoir, il y avait Ma Pauvre Lucette qui a été sélectionnée en 2016, groupe chanson qui a été repéré en local et qui a pris une belle envolée en travaillant aussi avec des structures qui leur ont permis de passer le niveau 2. Nous, on est vraiment un pied à l'étrier, on est une petite goutte pour un possible développement professionnel. C'était des gens qui étaient infirmiers, kinésithérapeutes, architectes et qui sont lancés à corps perdu là-dedans. Ils seront d'ailleurs pour leur nouvel album à l'Iliade le 22 février et on est ravis de produire cette date en lien avec la boîte de production. Il y a Picky Manchis aussi qui a eu on a rencontré les musiciens à travers différentes formations et là ils ont trouvé depuis quelques années cette formule Picky Manchis qu'on a pu voir aussi au Cabaret Frappé la même année que les Beaux Tailleurs où vous avez joué, qui arrive à tourner assez facilement et à trouver des belles dates et qui ont un projet d'album aussi en 2020. Voilà, c'est 2 artistes que je trouve assez intéressants. Peut-être, je vois la vidéo, mais je vois Nico Nikic, du coup, qui a été sélectionné, lui, il y a 2-3 ans aussi sur la QV, qui a déjà un parcours dans la musique électronique assez bien installé, mais en tout cas, pour en avoir discuté avec lui, il était aussi content, au-delà de l'exposition, d'avoir cette possibilité de s'inscrire un peu, pour lui, en tout cas, c'était ses mots, dans l'histoire un peu de la musique locale et grenobloise. Et souvent aussi, il y a certains artistes, c'est ça qu'ils trouvent intéressant, de se dire, je fais partie, entre guillemets, d'une histoire et d'un patrimoine de groupes comme ça, qui ont pu marquer à un moment donné la musique. Là, ce sont effectivement des images des Beaux Tailleurs cet été au Cabaret Frappé. Tout à fait, en juillet, ouais. Vous aviez l'honneur d'ouvrir certaines soirées. Oui. Il y aura un autre concert cette semaine. Oui, c'est après-demain même. Ça Jeudi arrive soir. très vite. Jeudi soir, donc jeudi 30 à la Source, en première partie de Barcella. Un chanteur qu'on a hâte de découvrir sur scène, qui a l'air assez atypique. Donc voilà, mais aussi il y a les Beaux Tailleurs, donc en première partie. On peut y aller aussi pour ça. Exactement. La première partie a parfois autant, voire peut-être plus d'intérêt que... Ce qui me concerne, peut-être plus d'intérêt, mais j'ai la casquette un peu boulot. Et puis voilà. On est chauvin, il y aura d'autres concerts dans les semaines qui vont venir. On peut les retrouver sur le site, notamment Moulinex, le 7 février à La Bobine. Exactement, encore à découvrir aussi La Bobine qui met en avant ces artistes-là et ces groupes-là sélectionnés sur la QV. À découvrir absolument. Moulinex dans un tout autre style. Electro Noise, vraiment une performance avec quelqu'un qu'on connaît bien en tout cas sur le territoire, Olivier Depardon, qui a sorti du coup il y a 1 an ou 2 son premier album solo, un musicien assez reconnu en tout cas sur la région, et là qui a un projet Electro Noise. À découvrir. Virago, non, c'était pas. Ouais, c'était ça. Virago, Il y a, tout à fait. Mais il y a quelques années. Une quinzaine d'années. Tout à fait. On a dû l'avoir au début de Télé Grenoble. Ça fait plaisir de voir que les artistes ont de la continuité. On en retrouvera certains en mois de mai pour le festival Magic Bus que vous organisez. Évidemment, nous, le festival Magic Bus, ça reste quand même aussi un moment d'exposition de ces artistes qui ont été sélectionnés sur la QV. On est ravis du coup d'accueillir les Beaux Tailleurs aussi sur cet événement-là. D'autres qui vont être annoncés, plein, dont certains sélectionnés sur la QV. À découvrir le 14, 15 et 16 mai à l'Esplanade. Très bien. Merci. Longue vie à la QV. Florian, je vous souhaite du courage parce que vous avez un été chargé. Vous faites partie de la tournée des refuges dont on a déjà parlé sur ce plateau et on réinvitera sûrement le groupe avant une tournée qui devrait passer par les massifs isérois, Beldon, Chartreuse, Vercors à partir du mois de juillet. Donc voilà, l'actualité très chargée. Merci à tous. Nous, on se retrouve très vite pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait. C'était Si on parlait avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expert comptable et commissaire aux comptes.